Aujourd'hui, Science en Tourne est à l'IBMC, l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire à Strasbourg. Et je vous propose de rencontrer tout de suite Stéphanie Blandin, qui est chargée de recherche à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et c'est elle qui va tout nous dire sur l'animal le plus dangereux au monde, le moustique. Allons-y! Ici, à l'IBMC, à Strasbourg, nous nous intéressons particulièrement à l'immunité des insectes et en particulier l'immunité des moustiques. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux moustiques? Parce que ce sont des vecteurs de maladies, et en particulier des maladies qui sont très importantes dans le monde, comme par exemple le paludisme, ou alors des maladies qu'on connaît peut-être un petit peu plus chez nous, Zika, chikungunya ou encore la dengue. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les moustiques ne sont pas des aiguilles qui transmettent les maladies d'homme à homme, mais ils sont eux-mêmes infectés et vont transmettre la maladie après que le pathogène se soit développé dans leur corps. Et nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de comprendre quelles sont les interactions entre ces pathogènes et le moustique. Sur ce panneau, vous pouvez voir une version très simplifiée du cycle de vie des parasites ou des virus. Donc un moustique va piquer un homme infecté et va du coup prendre dans son corps des virus ou des parasites. Ces parasites et ces virus vont se développer au sein du moustique et lors d'un prochain repas sanguin, le moustique va pouvoir redonner les parasites ou les virus à un homme qui est donc sain. Donc, lors d'un repas sanguin infectieux, le parasite est pris par la trompe du moustique, il va arriver dans son intestin. Le parasite va ensuite se développer et former, il va traverser la paroi intestinale, former des kystes où il va se multiplier de façon massive. Et après une dizaine de jours, les kystes vont exploser et les parasites vont être disséminés dans tout le corps. Une partie de ces parasites va réussir à atteindre les glandes salivaires et lors d'un prochain repas sanguin, ces parasites vont pouvoir être injectés dans un homme avec la salive. Pourquoi est-ce que les moustiques injectent de la salive lors d'une piqûre? C'est pour prévenir en fait la coagulation du sang et puis comme ça on sent rien. Donc c'est une sorte de petit anesthésiant plus anticoagulant qu'ils injectent au niveau de la piqûre et qui permet aux moustiques de pomper le sang de façon tranquille et efficace. Ce qui est illustré sur cette partie du schéma, c'est le nombre de parasites en fonction du temps après l'infection d'un moustique. On va compter le nombre de parasites. Et ce qu'on voit de façon très claire, c'est que dans les premiers jours après infection, on a une diminution drastique du nombre de parasites qui se développent dans le moustique. Puis on a, donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, lorsqu'ils vont se former un kyste et se multiplier, on a une augmentation du nombre de parasites et les parasites vont pouvoir être transmis dans les glandes salivaires à ce stade-là. Pourquoi est-ce que le nombre de parasites diminue dans les premiers jours? Eh bien parce que d'une part, les parasites ne peuvent pas tous réussir à traverser la paroi épithéliale donc de l'intestin du moustique, mais d'autre part parce que le moustique se défend contre les parasites. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le moustique n'est pas juste une simple aiguille qui va prendre le parasite pour aller l'injecter à une autre hôte, c'est que le parasite va devoir faire un cycle de développement très important. Et ce cycle de développement au sein du moustique, ça rend en quelque sorte le moustique malade. En gros, le paludisme, c'est une maladie pour l'homme, mais aussi pour le moustique. Et nous, ce qu'on essaie de comprendre, c'est comment est-ce que le moustique se défend contre le parasite, parce que dans la nature, en fait, un nombre non négligeable de moustiques sont incapables de transmettre le paludisme. Et notre intérêt, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il y en a certains qui laissent passer un petit peu de parasites, alors que d'autres sont complètement réfractaires, et ceux-là ne transmettent pas le paludisme. Donc on a envie de comprendre, et puis on a envie d'aider évidemment les moustiques à mieux se défendre contre le parasite, pour pouvoir justement limiter la transmission de cette maladie au sein des zones endémiques du paludisme. Au laboratoire, nous étudions donc les interactions entre les moustiques et les parasites et nous sommes capables d'isoler des lignées de moustiques qui sont très sensibles ou résistantes aux parasites. Et je vous ai illustré ici le cas d'une lignée susceptible, donc sensible aux parasites. On voit plein de petits points verts, c'est en fait chacun de ces points, c'est des kystes de parasites. Et ces parasites, on les voit bien parce qu'ils expriment la GFP, qui est une protéine fluorescente verte, qui nous permet de les compter plus facilement. Donc là, ici, on a plein de petits points verts, alors que dans une lignée résistante, tous les parasites sont morts et on ne voit plus du tout de petits points verts. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est quels sont les gènes du moustique qui l'aident à se défendre contre les parasites, et en particulier, quels sont ceux qui, sous certaines formes, vont le rendre totalement résistant aux parasites. Alors, je vous ai cité par exemple l'exemple de TEP1, qui est un gène antiparasitaire.
Et pour pouvoir prouver que c'est un gène antiparasitaire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a invalidé l'expression de TEP1, l'expression de ce gène dans le moustique. Donc on fait un moustique sans TEP1, et puis on le compare à un moustique avec TEP1. Et pour ce faire, comment est-ce qu'on fait pour faire un moustique sans TEP1? Alors, on utilise beaucoup la transgénèse qui nous permet de casser les gènes. Et afin de distinguer les moustiques qui sont cassés des moustiques sauvages, on va introduire des protéines fluorescentes. Donc les moustiques qui seront cassés pour le gène vont être fluorescents. On peut comparer un moustique rouge qui n'exprime plus TEP1 avec un moustique qui n'exprime pas la protéine fluorescente et qui lui est sauvage, donc qui exprime TEP1. Donc on va comparer cela. Comment on les compare? On va infecter ces moustiques avec des parasites et on va compter le nombre de parasites que chacun de ces moustiques porte. Un moustique sauvage, par exemple, va porter 100 parasites. Et la question, c'est est-ce que quand j'ai supprimé l'expression du gène TEP1, est-ce que je vais avoir plus, moins ou le même nombre de parasites? Quand on compare les moustiques qui n'expriment plus de TEP1 avec leur contrôle, on voit qu'il y a beaucoup plus de parasites dans les moustiques sans TEP1 par rapport au contrôle. Ça veut dire que le gène TEP1 permet aux moustiques de mieux se défendre contre les parasites. Et donc c'est un gène antiparasitaire. Et ce qu'on a montré aussi, c'est que les formes TEP1 existent sous des formes différentes, qu'on appelle des allèles, et que certains allèles permettent aux moustiques de se défendre encore mieux que d'autres allèles. Ce sont ces gènes-là particulièrement qui sont intéressants pour nous, parce que ce sont les gènes qui rendent les moustiques résistants aux parasites. Si on sait comment le moustique se défend, et en particulier comment il se défend bien contre les parasites, ou si on connaît des éléments qu'on peut introduire chez le moustique et qui vont le rendre réfractaire aux parasites, dans ce cas, on a envie de répandre dans les populations sauvages ces caractères antiparasitaires de façon à transformer les moustiques sauvages en moustiques complètement réfractaires au paludisme, aux parasites, et donc incapables de transmettre la maladie. Et pour ce faire, un des moyens qui est actuellement à l'étude dans plusieurs laboratoires dans le monde, et en particulier chez nous aussi, c'est le forçage génétique. Ces travaux-là vous sont maintenant présentés par Émilie, une étudiante en thèse au laboratoire. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, le forçage génétique. Donc normalement, quand les gènes sont hérités, ils sont hérités à 50%. Ça veut dire que s'il y a un nouveau gène qui apparaît dans la population, ça va être peu transmis, donc ça va pas envahir rapidement la population. Donc ça c'est le schématique de héritage normal. Mais un gène de forçage, ça manipule le système reproductif pour que c'est hérité à des niveaux surmendéliens, donc plus que 50%. Donc dans ce cas-là, tous les descendants de cette pairine, donc le gène de forçage et un animal normal, vont hériter le gène de forçage et ça va rapidement être dissimulé dans les populations. Et comme ça va changer rapidement la population. Donc ce qu'on peut faire, c'est de créer des gènes de forçage qui vont introduire des nouveaux gènes ou des nouvelles propriétés dans une population et comme ça, on va les modifier. Donc, par exemple, quand on parle de la paludisme, on peut introduire des gènes qui vont bloquer la transmission de paludisme au sein de la moustique. Et comment ça fonctionne en actualité? Donc, tout ça se passe au niveau de l'ADN. Donc, ici, on a deux chromosomes d'ADN, donc des chromosomes homologues. Et sur l'un de ces chromosomes, il y a le gène de forçage. Et ce gène de forçage va exprimer une protéine qui s'appelle une endonucléase. Et ça, c'est une protéine qui coupe l'ADN. Donc, ce gène de forçage va exprimer la protéine. La protéine va aller couper sur le chromosome homologue et ça va créer des coupeurs ADN double vrai. Et quand ces coupeurs sont réparés par la voie de réparation recombinaison homologue, ça va copier le gène de forçage sur le chromosome homologue. Et comme ça, on a deux copies du gène de forçage. Et quand ça se passe dans le système reproductif du moustique, tous ces descendants vont hériter ce gène de forçage. Et comme ça, c'est transmis rapidement dans la population. Nous, dans le laboratoire, on est en train de créer des moustiques qui portent les gènes de forçage. Et ce gène de forçage va exprimer des protéines qui vont bloquer la transmission du paludisme. Et avec ça, on espère aider à réduire la transmission du paludisme sur le terrain. J'ai fait ma licence en biologie aux États-Unis,
Puis je suis venue en France et j'ai fait un master en biologie moléculaire et cellulaire ici à l'Université de Strasbourg. C'est un travail qui est très passionnant, mais aussi parfois très frustrant, parce que travailler avec des moustiques, ça prend de patience. Il y a beaucoup de moments quand il faut repenser, réévaluer, changer d'approche. Mais quand ça marche, c'est une belle histoire. Une autre stratégie pour limiter la transmission sur le terrain, c'est d'utiliser des molécules qui soignent les gens et qui tuent les formes du parasite qui sont infectieuses pour le moustique. En effet, il existe deux formes de parasites, si je simplifie. Une forme qui rend les gens malades, c'est la forme qui va se multiplier de façon asexuée dans les globules rouges humains, et une forme différenciée, donc de temps en temps, les parasites qui sont dans les globules rouges ne vont pas se multiplier de façon asexuée, ils vont se différencier en formes sexuées, et seules ces formes sexuées sont infectieuses pour les moustiques. Or, la plupart des molécules qu'on utilise sur le terrain pour soigner les gens atteints du paludisme, ce sont des molécules qui attaquent les formes asexuées qui rendent les gens malades, mais qui sont complètement inefficaces sur les formes sexuées qui rendent les moustiques malades. Et du coup, le paludisme peut encore être transmis après la guérison des gens. Nous collaborons avec des chimistes qui synthétisent de nouvelles molécules antiparasitaires, et notre but à nous, c'est de trouver des molécules qui sont capables de tuer les formes sexuées qui sont infectieuses pour les moustiques. Nous testons donc ces nouvelles molécules antiparasitaires sur des cultures de parasites sexués, et nous essayons de trouver celles qui tuent ces formes sexuées infectieuses pour les moustiques. Dans la prochaine séquence, nous voyons Brice qui s'occupe des cultures de parasites. Dans cette manip, nous contrôlons la parasitémie de la culture et les stades de développement du parasite. Pour ce faire, Brice prélève un échantillon de sang infecté dans chacune des flasques, des bouteilles de culture. Il va les placer dans un tube à essai et les centrifuger de façon à concentrer les cellules au fond du tube. Il va ensuite déposer une goutte de sang concentrée sur une lame en verre et l'étaler à l'aide d'une autre lame qu'il fera glisser sur la première lame. Ces préparations sont ensuite fixées avec du méthanol et colorées, et on les regarde au microscope afin de vérifier quels sont les stades de développement du parasite. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de deux stratégies pour aider les moustiques à se défendre contre les parasites. Une autre stratégie pourrait être d'éliminer les moustiques. C'est ce que nous allons voir avec Raquel. Pour faire face à ce type de maladies transmises par les moustiques, la stratégie la plus efficace, c'est d'attaquer aux moustiques eux-mêmes et donc les tuer, notamment avec l'utilisation d'insecticides. Par contre, le problème maintenant, c'est que ces moustiques deviennent de plus en plus résistants à ces insecticides, comme on peut voir dans ces cartes-là. Donc les couleurs montrent les régions où on trouve des moustiques qui sont résistants aux insecticides qui sont utilisés sur le terrain. Donc il nous faut trouver de nouvelles méthodes pour continuer de les tuer, y inclut des nouvelles molécules insecticides. Donc le fait que le moustique ait pu développer ce type de résistance est dû au fait qu'on les a beaucoup utilisés, mais c'est aussi qu'on n'a que 4 types d'insecticides, ils attaquent tous les systèmes nerveux. Donc il faudrait diversifier la manière de laquelle on tue les moustiques. Et c'est là où mon projet entre en place. Donc, dans toutes les cellules et dans tous les organismes, on a ce qu'on appelle le système de homéostasie redox, qui est une balance où d'un côté, on a des molécules qui s'appellent des espèces réactives de l'oxygène, qui sont produites par les cellules de manière naturelle et qui sont très dangereuses. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les systèmes antioxydants qui sont là pour éliminer et réparer les dommages qui sont produits par ces espèces réactives de l'oxygène. Et donc, quand tout se passe bien dans une cellule, on est dans la situation où tout est contrôlé. Dans certains moments, on peut avoir un déséquilibre qui du coup fait qu'on ait plus d'espèces réactives de l'oxygène que des antioxydants. Du coup, ces espèces réactives de l'oxygène vont cumuler dans les cellules et les dommages vont aussi cumuler, et cela peut amener à la mort cellulaire. Donc, ce qui est intéressant dans le cas de moustiques, c'est que ces espèces réactives de l'oxygène, elles sont produites de manière naturelle, mais elles sont encore plus produites, par exemple,
lorsque les moustiques mangent du sang, quand ils sont exposés aux insecticides ou quand ils sont en train de lutter contre les infections par les parasites de la malaria. Et donc la question qu'on se pose, c'est si dans ces moments-là où il y a beaucoup d'espèces réactives de l'oxygène qui sont produites, si on pourrait tuer les moustiques en attaquant les systèmes antioxydants et en les empêchant justement de revenir à un état équilibré. Chez les moustiques, la réponse antioxydante elle dépend principalement d'une protéine. Et nous, on a cherché à inhiber l'activité de cette protéine avec des molécules chimiques qui l'empêcheraient de marcher, voir si cela pourrait tuer les moustiques et si ça se ferait dans ces conditions-là. Donc, nous avons trouvé un composé qui inhibe la fonction de cette protéine. Et comme on peut voir ici, plus on augmente la concentration de cette molécule, la mortalité des moustiques augmente. Cela est encore plus clair quand les moustiques ils sont déjà un peu plus âgés, donc ils sont déjà plus d'une semaine. Alors la mortalité elle augmente beaucoup en fonction de la concentration. Il semble donc possible de tuer les moustiques en empêchant à cette protéine de marcher correctement. Je vous propose à présent de découvrir notre insectarium. C'est là où nous élevons les moustiques que nous utilisons pour nos expériences. Nous sommes ici à l'insectarium de l'IBMC. C'est un insectarium qui vient d'être inauguré en octobre 2018. Et dans cet insectarium, nous élevons des moustiques. Les moustiques qui sont des vecteurs de maladies, donc du paludisme ou de virus comme le chikungunya, la dengue, ou Zika. Le développement du moustique commence par des œufs qui sont déposés par la femelle sur une surface mouillée, humide. Donc ici, je vous montre un petit pondoir. Les femelles ont pondu des œufs sur le pondoir. Et je vais vous montrer juste en dessous, en fait, on a plein de petites larves qui ont commencé à sortir des œufs. Elles sont vraiment minuscules. Et il y a 4 stades larvaires pour le développement du moustique. Donc ça, c'est les larves les plus petites. Après les petites larves que je viens de vous montrer, il y a différents stades larvaires jusqu'au 4e stade larvaire que vous voyez ici, avec des nymphes qui sont donc présentes dans le même récipient. Donc à ce stade, nous allons collecter les nymphes dans des petits récipients en verre qui vont ensuite être placés dans des cages où les adultes vont pouvoir émerger. Donc je vais aller mettre les petits récipients dans une cage et je vais chercher la cage qui est déjà dans le box pour pouvoir y placer les petits récipients en verre. Et une fois cette opération terminée, je vais replacer la cage dans le box d'élevage. Dans cet insectarium, nous avons à peu près 80 lignées de moustiques que nous élevons donc à tous les stades de développement, de l'œuf jusqu'au moustique adulte et qui recyclent. À partir de ces moustiques, nous faisons des expériences et nous allons voir tout de suite ce qu'il en est. Vous avez vu l'élevage des moustiques et les différents stades de développement du moustique. Voyons maintenant comment nous travaillons avec les moustiques pour les expériences. Amandine est en train de trier des nymphes et on est capable de distinguer le sexe des nymphes, donc de distinguer les mâles et les femelles, et on peut déjà le faire à ce stade-là, ce qui permet de trier des moustiques vierges, des mâles vierges et des femelles vierges, et faire des croisements comme on les désire. Donc pendant qu'Amandine est en train de prélever des nymphes, moi je vais prélever des moustiques adultes pour pouvoir les observer et les trier en fonction de leur fluorescence.
Et là, on va les endormir avec du CO2, donc du dioxyde de carbone, avant de les poser sur la glace. Donc là, ils sont bien endormis, ils ne bougent plus. Pour procéder à cette opération, j'ai utilisé un aspirateur à moustiques et maintenant je vais utiliser des pinces afin de positionner les moustiques sur la glace. La glace permet de les garder endormis. Déjà, je vais trier les femelles des mâles et ensuite on va aller les regarder avec le microscope à fluorescence de façon à distinguer les différents groupes qui sont en présence dans cette cage. Maintenant qu'ils sont triés, je vais emmener les moustiques à la chambre noire pour pouvoir les observer sous le microscope. Raquel est au microscope, elle est en train d'observer les pupes qu'Amandine a triées et elle les sépare en fonction de la fluorescence pour trouver les différents groupes dont elle a besoin pour faire ses expériences. Afin d'étudier la fonction de différents gènes chez le moustique, nous fabriquons des moustiques transgéniques, par exemple pour lesquels un gène peut être invalidé. Et pour savoir quels sont les moustiques pour lesquels le gène est invalidé, on leur met un marqueur de fluorescence. Et quand on va faire l'expérience, on va vouloir comparer les moustiques avec le gène invalidé avec des contrôles qui sont des contrôles sauvages. Donc on va comparer des moustiques qui sont fluorescents avec des moustiques qui ne sont pas fluorescents. Et c'est donc ce que Raquel est en train de faire en ce moment pour séparer les différents groupes dont elle a besoin pour ses expériences. Ici, nous voyons bien une pupe femelle qui exprime une protéine fluorescente rouge dans les yeux. Dans le bas de l'écran, on observe des images qui ont été prises hier. C'est des intestins de moustiques qui sont infectés avec un parasite exprimant une protéine fluorescente verte. Et tous les petits points qu'on peut deviner, en fait, sont des kystes qui sont des parasites enquistés sur l'intestin. Afin de comparer les différents groupes expérimentaux, nous comptons les petits points verts qui sont à la surface des intestins, et ce, pour chaque moustique dans chacun des groupes. Toute la microscopie est faite dans une chambre noire, ce qui permet d'éviter en fait, la pollution lumineuse et d'observer au mieux les échantillons, la fluorescence des échantillons que nous utilisons. Ce tri permet de garder les insectes vivants et on va après pouvoir faire des croisements entre les femelles que Raquel a triées et d'autres mâles afin d'obtenir le groupe expérimental dont nous avons besoin. Sur l'écran, on a un mâle et une femelle. Alors la femelle se distingue par son proboscis, c'est la trompe, et des petites antennes très fines qu'on voit à peine à l'œil nu. Et elle a un abdomen qui est renflé. Alors que le mâle, juste à côté, a un proboscis similaire, mais il a des antennes qui sont plumeuses et vous voyez que l'abdomen est très fin. Avec la fluorescence, nous pouvons distinguer le groupe où le gène a été invalidé, comme par exemple ici, ils expriment la couleur rouge, une protéine fluorescente de couleur rouge. Dans cet exemple, on a un moustique fluorescent qui est invalidé pour le gène qui nous intéresse et un moustique sauvage. Et on va comparer le phénotype de ces deux moustiques pour pouvoir comprendre quel est le rôle de la protéine qu'on a invalidée dans le moustique transgénique. En conclusion, au laboratoire, nous étudions les interactions moustiques-parasites et nous avons aujourd'hui évoqué plusieurs stratégies qui pourraient permettre de limiter la transmission du parasite vers les humains. Nous utilisons des moustiques transgéniques pour répondre aux questions que nous nous posons. Vous aurez aussi compris que les bébés moustiques sont des larves qui vivent dans l'eau et il est donc très important de ne pas les élever dans son jardin, par exemple en ne laissant pas traîner des récipients ou des réservoirs d'eau qui constituent le milieu naturel de vie des larves de moustiques. J'espère que ce reportage aura su piquer votre curiosité et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions.